As Americans prepared to ring in the new year on a day when most people weren't paying much attention, the House Judiciary Committee released hours and hours of testimony from former special counsel Jack Smith. That release includes 8 hours of video and the transcript of Smith's closed-door congressional hearing from last month. At the time, Smith asked that his testimony be conducted publicly, like previous special counsels. La mise à l'écart coordonnée d'agents publics fédéraux pour leur implication technique dans une enquête en cours représente un revirement rare dans le fonctionnement institutionnel. Le mardi précédant la pause législative, dans une salle réservée du comité judiciaire de la Chambre des représentants, à Washington DC, le procureur spécial Jack Smith s'est présenté à une séance de témoignage à huis clos. On s'attendait à un bilan juridique. Mais ce qui s'est produit était tout autre. Une présentation détaillée des récentes ingérences dans la composition et le fonctionnement de l'équipe chargée d'enquêter sur les actes du président Donald Trump. La singularité du moment ne résidait pas seulement dans les informations fournies, mais aussi dans la structure même de l'audience. Au lieu de questions sur les comportements spécifiques des personnes faisant l'objet d'une enquête, l'accent a été mis sur ce qui est arrivé aux agents chargés de faire respecter la loi. Smith a présenté une chronologie des événements qui a commencé par la divulgation des noms des agents dans des discours politiques et s'est terminé par des licenciements administratifs, des suspensions d'habilitation de sécurité et des ordonnances exécutives ayant un impact direct sur le fondement juridique de l'enquête. L'allégation centrale, le noyau technique du ministère de la Justice, a été progressivement démantelé après la formalisation des accusations. Les licenciements n'ont pas suivi la procédure disciplinaire ordinaire et ne résultaient pas non plus de manquements fonctionnels. Ils ont été appliqués par décision exécutive, sur la base de mémos internes au contenu générique, étayés par des motifs administratifs vagues tels que perte de confiance ou conflit d'intérêts potentiel. L'un des points les plus marquants est apparu lors de la lecture d'un extrait d'un décret exécutif en vigueur qui ordonnait la suspension immédiate des habilitations de sécurité de tous les membres d'un cabinet d'avocats ayant fourni une assistance juridique à l'équipe de Smith. La justification officielle faisait référence à la nécessité de revoir la participation de ces professionnels à l'instrumentalisation du processus judiciaire, mais aucun d'entre eux n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une enquête formelle. Pour Smith, l'ampleur du langage utilisé dans l'ordonnance permet l'exclusion, pour des raisons administratives, de tout professionnel ayant entretenu des liens techniques avec le bureau du procureur spécial. Selon le témoin, les implications de ce mécanisme dépassent les limites d'un cas isolé. Smith a affirmé que le retrait d'agents expérimentés a compromis le déroulement d'étapes sensibles de l'enquête, telles que la vérification de l'intégrité numérique des documents et l'analyse médico-légale des enregistrements électroniques. Il a rapporté qu'au moins 2 fois, l'interruption des activités d'analyse a entraîné des lacunes de plus de 2 mois dans les flux de travail. Il ne s'agissait pas seulement d'une perte de rythme, mais de défaillances techniques qui, dans la pratique, limitent la portée des mesures et retardent la consolidation des preuves procédurales. Un autre point soulevé concernait l'impact sur les protocoles de formation interne. Avec le départ d'agents seniors, certains secteurs du ministère de la Justice ont cessé d'organiser les formations régulières de mise à jour technique. Les analystes, ayant une fonction de mentorat, ont été remplacés par des cadres provisoires sans expérience institutionnelle. Selon M. Smith, ce remplacement n'a pas été effectué selon un processus technique, mais selon des critères de convenance politique. Le terme utilisé pour décrire ce phénomène était « retour au modèle de patronage », dans lequel les postes et les attributions sont définis par l'alignement personnel et non par la qualification fonctionnelle. Bien que l'audience n'ait pas inclus de témoignages externes, Smith lui-même a rapporté le cas d'un agent de son équipe, licencié 2 semaines après le décès de sa femme, sans explication fonctionnelle enregistrée. Selon le procureur, cet épisode a révélé une logique de représailles, qui ignore les parcours et les engagements historiques. Il a déclaré avoir assisté aux funérailles, et avoir vu une église remplie de fonctionnaires qui, même en deuil, comprenaient la signification institutionnelle de cette perte. À la fin de la première partie de son témoignage, Smith a indiqué que les mesures prises à l'encontre de son équipe constituaient un modèle d'érosion institutionnelle par voie administrative. Il a déclaré qu'au lieu de contester les arguments juridiques du procès, on avait choisi de démanteler les moyens techniques qui le soutenaient. Aucune accusation directe n'a été portée contre un agent politique spécifique, mais l'ensemble des données présentées dessinait un schéma clair. Des mesures de grande envergure, avec des effets immédiats, visant à exclure des circuits décisionnels
les personnes impliquées dans la responsabilisation des hauts échelons. Ce type de témoignage, bien que limité dans sa portée médiatique, constitue un document pertinent pour comprendre comment les décisions administratives peuvent interférer dans le mécanisme de la responsabilité institutionnelle. Selon Smith, l'enjeu n'est pas seulement l'issue d'une enquête, mais la préservation des conditions permettant à de futures enquêtes d'exister. Nous continuons à analyser les documents officiels et les témoignages techniques avec une attention constante. Si ce type d'approche est utile pour comprendre le fonctionnement du système dans les moments sensibles, suivez nos prochaines couvertures. Elles sont construites à partir des sources qui témoignent les faits. C'est dans ce contexte que l'audience avec Jack Smith prend une dimension plus large qu'un simple témoignage technique sur une enquête criminelle. En rapportant la dissolution progressive de son équipe, le procureur spécial a exposé, bien qu'indirectement, un choc institutionnel entre le modèle républicain de responsabilisation et l'usage administratif du pouvoir discrétionnaire. Le point important n'est pas seulement l'existence de sanctions, mais la manière dont elles s'articulent dans la logique de l'exécutif, créant un champ d'exception non déclaré où les protections fonctionnelles traditionnelles perdent leur efficacité. À partir de là, le témoignage a cessé d'être une simple chronologie de mesures internes, pour décrire l'impact de ces décisions sur l'équilibre entre les pouvoirs. Smith a présenté des extraits de communications échangées entre des organes de l'exécutif et des agences fédérales, dans lesquelles des orientations génériques suffisaient à produire des effets immédiats. Suspension, révocation d'accès, suspension de contrat. L'instrument central de ces mesures était ce qu'on appelle la révision de la sécurité opérationnelle, une directive utilisée historiquement pour écarter les risques systémiques en cas de compromission fonctionnelle. Or, selon les documents présentés, aucun des noms supprimés n'avait fait l'objet d'enquêtes internes antérieures ni présenté d'antécédents de conduite irrégulière. Cette convergence aide à comprendre pourquoi certains secteurs du ministère de la Justice ont commencé à fonctionner dans l'incertitude. Smith a indiqué que plusieurs professionnels encore en activité ont fait part de leur inquiétude quant à la stabilité de leurs fonctions, en particulier ceux liés à des domaines sensibles tels que le contre-espionnage, l'analyse de données cryptées et la coopération internationale. Il a rapporté qu'au moins dans 3 cas, des agents ont refusé de participer à des étapes avancées de l'enquête par crainte d'une exposition publique ou de futures représailles administratives. Selon le procureur, cette hésitation altère la capacité opérationnelle du système. Une autre donnée révélatrice concerne la suspension des contrats avec les cabinets d'avocats liés au conseil du procureur. À la suite d'un décret spécifique, les cabinets externes qui fournissaient des conseils techniques ont été exclus des contrats avec les agences fédérales. L'argument juridique utilisé était celui d'un conflit d'intérêts potentiel, ce qui a toutefois eu pour effet de rompre les liens de conseil qui garantissaient la base juridique de procédures complexes. M. Smith a déclaré que l'absence de ces consultants a compromis l'élaboration de réponses techniques dans des délais stratégiques. Il n'y a pas eu de violation procédurale directe, mais la capacité de réaction juridique a été sévèrement réduite. Dans ce même extrait du témoignage, une communication de la direction du Bureau de la gestion et du budget a été présentée, demandant la révision des liens de tous les cabinets d'avocats associés au cabinet de Smith. Le langage du document ne faisait pas directement référence à des infractions, mais indiquait la nécessité d'une adaptation préventive des liens contractuels conformément aux directives supérieures. L'interprétation du procureur était claire, il s'agissait d'un dispositif de démobilisation indirecte de la base technique de son action. Cette stratégie, qui ne constitue pas une ingérence directe dans l'enquête, échappe aux mécanismes traditionnels de contrôle législatif et judiciaire. Il est important de noter que le contenu de la déposition n'a pas été contesté formellement lors de l'audience. Les membres du comité qui désapprouvaient l'action de Smith ont choisi de remettre en question les motivations politiques, sans réfuter les données administratives présentées. L'absence de contre-argumentation technique au rapport a renforcé la gravité de ce qui était documenté. Le débat ne portait plus sur le bien-fondé juridique de l'accusation, mais sur l'intégrité fonctionnelle de l'appareil chargé de la poursuivre. À partir du détail des mesures administratives adoptées, le témoignage a évolué vers une analyse plus large de la structure organisationnelle du ministère de la Justice. Smith a mentionné que, lors des cycles précédents de changements politiques, il existait une... Selon lui, ce qui a changé aujourd'hui, c'est la centralisation des décisions d'exclusion fonctionnelle dans des sphères qui n'opéraient traditionnellement
pas avec ce type de compétences. Ce transfert d'autorité, du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, ne s'est pas fait par le biais d'un décret formel ou d'une nouvelle législation. Ce que Smith a souligné, c'est un phénomène basé sur des ordres administratifs cumulatifs qui, pris dans leur ensemble, modifient l'architecture opérationnelle du système. Le procureur a déclaré que ce processus, s'il se poursuit, pourrait compromettre la logique d'indépendance entre les entités chargées d'enquêter, d'accuser, de juger et d'exécuter les politiques publiques. Au cours de l'audience, ce diagnostic a été renforcé par des documents joints, indiquant une baisse du nombre de nouvelles enquêtes ouvertes après les suspensions. Smith a présenté des graphiques montrant une réduction brutale du volume des enquêtes externes, des demandes de coopération internationale et des analyses d'experts. Bien que ces données ne prouvent pas la causalité, elles suggèrent un lien entre la démobilisation des équipes et la réduction de la capacité de réponse institutionnelle. Cette corrélation n'implique pas que les enquêtes aient été closes, mais elle indique une reconfiguration du scénario interne du système judiciaire. Smith lui-même a évité de conclure que la capacité de responsabilisation avait été compromise. Il a déclaré avec prudence que la poursuite des travaux dépendrait désormais d'un effort supplémentaire pour rétablir les liens techniques dissous. Selon lui, le temps nécessaire à cette reconstruction est incertain. La formation du personnel, les protocoles de sécurité, la structure de confiance interne, tout cela prend des années à reconstruire. L'effet institutionnel le plus durable de ce processus n'est donc pas visible dans les gros titres ou dans les dossiers des procès en cours. Il se manifeste dans l'hésitation des agents, dans le repli des structures, dans le remplacement de professionnels expérimentés par des intérimaires ayant un degré d'autonomie moindre. Cet effet, bien que non déclaré, opère comme une forme de reconfiguration du système, sans violer formellement les limites constitutionnelles. Suivre ces mouvements exige une vigilance documentaire et une lecture attentive des registres officiels. Si cette forme d'analyse vous aide à percevoir à la lumière des archives disponibles, l'épisode rapporté dans le témoignage de Jack Smith a été évalué par différents segments du domaine juridique et institutionnel, à partir de perspectives qui ne se recoupent pas entièrement. Pour certains analystes, la série de suspensions, de licenciements et de résiliations de contrats indique la consolidation d'un modèle de gestion administrative, dans lequel les prérogatives de l'exécutif sont exercées de manière plus large. Selon cette interprétation, les décisions seraient formellement étayées par les compétences légales associées au pouvoir de nommer, de révoquer et de réorganiser les structures internes. En revanche, d'autres interprétations voient dans ce même ensemble d'actes un risque systémique, en soulignant l'utilisation d'instruments légitimes pour affaiblir de manière sélective les mécanismes de contrôle, même sans déclaration explicite de rupture avec l'ordre juridique. Le cœur de la controverse réside dans l'absence de paramètres normatifs objectifs, qui définissent avec précision les limites de l'intervention administrative sur les équipes impliquées dans des enquêtes sensibles. Lors de son témoignage, Smith a évité d'affirmer qu'il y avait eu une ingérence directe dans le contenu des accusations. Mais il a soutenu que l'effet pratique des décisions administratives avait été de modifier de manière significative la capacité opérationnelle du cabinet qu'il dirigeait. Les juristes plus strictement formels soutiennent qu'en l'absence d'illégalité manifeste, l'exécutif a agi dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. Les constitutionnalistes critiques font remarquer que le problème ne réside pas dans la légalité isolée de chaque acte, mais dans l'utilisation récurrente de cette marge d'appréciation comme un champ fonctionnel d'exception. Jusqu'à présent, aucun consensus n'a été établi sur les impacts à long terme de ce précédent. Une partie de la communauté juridique estime que la réponse institutionnelle a été limitée face à la gravité du problème exposé. Le pouvoir législatif, par exemple, n'a pas engagé de procédures immédiates de vérification des ordres administratifs mentionnés. De même, le procureur général de la République ne s'est pas directement exprimé sur la destitution collective de professionnels liée à une enquête de grande importance. L'interprétation selon laquelle une marge tacite de tolérance pour les pratiques de nature punitive indirecte s'est élargie gagne du terrain parmi les analystes de la gouvernance publique. Une autre interprétation se concentre sur la signification institutionnelle de l'audience. Selon cette approche, le fait qu'un procureur spécial se présente devant le Parlement, non pas pour discuter des preuves contre les personnes mises en examen, mais pour rendre compte de l'affaiblissement de sa structure d'enquête, indique un changement dans la manière dont le système de frein et contrepoids est mis à rude épreuve. Dans ce cas, l'alerte n'est pas essentiellement juridique, mais politique et institutionnelle. Lorsque les rapports
faisant état d'une démobilisation administrative, ne suscite pas de réaction proportionnée de la part des autres pouvoirs. Cela crée un environnement propice à la normalisation des ingérences systémiques indirectes. Certaines interprétations inscrivent également cet épisode dans un processus plus large de réorganisation institutionnelle. Des experts en politique publique et en sécurité juridique soulignent que cette affaire met en évidence l'avènement d'un modèle de gouvernance caractérisé par la centralisation des décisions et l'affaiblissement progressif des garanties procédurales. Dans des analyses élaborées par des centres de recherche indépendants, ce mouvement est décrit comme le remplacement progressif des mécanismes de contrôle par des critères d'alignement. Il suggère un changement de logique administrative qui privilégie la rotation en fonction des affinités politiques au détriment de la préservation d'un personnel technique stable. Ce qui reste donc indéfini, c'est la réaction du système institutionnel lui-même. Smith a déclaré que son équipe, bien que réduite, continue de fonctionner. Il a indiqué que les affaires en cours restent actives et que les données déjà consolidées restent en lieu sûr. Dans le même temps, il a reconnu que la perte de capital humain technique compromet les étapes futures d'approfondissement des enquêtes et de soutien à des dossiers juridiques plus complexes. Il a évité d'anticiper les résultats ou de pointer des obstacles insurmontables, se limitant à noter que le modèle de fonctionnement actuel exige un effort supplémentaire de résilience institutionnelle. Dans ce contexte, la distinction entre contrôle légitime et ingérence You don't hand matches a établi. to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Les adjectifs, écarter les récits personnalisés de persécution, et s'est concentré sur la description objective des faits, la présentation de documents et l'indication des effets observables. Ce choix discursif a fini par renforcer le poids du contenu présenté, car l'absence de dramatisation a souligné la gravité intrinsèque des informations. Ce n'est pas un hasard si une partie de la presse spécialisée a commencé à traiter cet épisode comme un possible tournant dans la forme de protection institutionnelle des mécanismes de responsabilisation. Il reste encore des variables institutionnelles en suspens. Le Congrès pourrait, lors de futures sessions, demander des éclaircissements formels sur les actes administratifs mentionnés. Le pouvoir judiciaire pourrait être amené à se prononcer sur les limites de l'action du pouvoir exécutif dans des contextes fonctionnels très sensibles. Le ministère de la Justice pourrait établir de nouveaux protocoles internes de protection pour son personnel technique. Tant que ces initiatives ne se concrétisent pas, le scénario reste ouvert, laissant place à des interprétations concurrentes. Dans ce contexte, le risque ne se limite pas aux résultats des enquêtes en cours. Il concerne l'assimilation progressive de pratiques qui, bien que formellement légales, modifient les paramètres d'autonomie technique qui sous-tendent le système. On observe une reconfiguration discrète du champ institutionnel, motivée davantage par l'effet cumulé des décisions administratives que par des ruptures déclarées. C'est pourquoi nous continuons à suivre de près les développements de cette affaire et d'autres qui pourraient présenter une dynamique similaire. L'analyse de documents et de témoignages techniques ne remplace pas le débat public, mais contribue à le qualifier. Elle offre des éléments permettant de comprendre comment les choix administratifs façonnent le fonctionnement effectif des institutions. Si vous considérez que ce type de lecture, élaboré à partir de registres